Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième session des Assises de l'audace. Des Assises de l'audace, conjuguer travail et aidance vers un management performant et bienveillant. Nous sommes vraiment ravis de retrouver alors celles et ceux qui étaient déjà avec nous hier, puisque nous avons démarré notre cycle des assises hier mercredi. Et aujourd'hui, nous continuons avec deux nouvelles expertes et aussi des témoins qui sont différents. Alors, pour, comment dire, raccrocher les wagons, pour que tout le monde qui n'a pas pu participer avec nous hier puisse savoir de quoi il est question. Alors, quelques éléments de contexte, comme on dit. Vous êtes donc toutes et tous chaleureusement les bienvenus dans le studio improvisé de l'association Collectif Hors du Commun à Andelsheim, dans le Haut-Rhin. Nous sommes un tiers-lieu, comme on dit, un lieu de socialisation professionnelle qui est dédié à l'employabilité, à la formation, aux personnes qui sont indépendantes, en transition professionnelle, salariées. Ici, on accueille et on rencontre énormément de profils différents, comment dirais-je, de trajectoires qui varient. La question de l'employabilité nous tient beaucoup à cœur et depuis plusieurs années, nous travaillons sur le sujet des aidants. Des aidants, donc qui est un aidant? C'est quelqu'un, on le sent déjà, qui a le cœur sur la main. Alors parfois, ce n'est pas choisi et parfois on ne choisit pas de s'occuper d'un proche qui est en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Donc ce sont des situations qui parfois, comme c'était le cas hier avec notre témoin Anne Erhardt, RRH, mais également une personne qui nous a apporté son témoignage sur son vécu, ce sont des choses qui peuvent arriver du jour au lendemain. Il suffit d'un appel et vous découvrez que, par exemple, votre conjoint a été hospitalisé après un grave accident de voiture. Et là, tout bascule, mais la vie ne s'arrête pas et la vie professionnelle ne s'arrête pas non plus. Donc, on continue ou on devient plutôt salarié avec un deuxième métier, comme on l'a dit dans notre collectif, un métier invisible d'aidants, de proches aidants également. Rappelons au niveau des statistiques, 70% d'employeurs ignorent cette situation dans la vie de l'aidant, ce qui peut être corrélé avec la situation même ou la posture même des aidants qui, pareil, autour de 70%, ne se reconnaissent pas nécessairement dans ce terme ou dans le mot, ou ne savent tout simplement pas que la situation qu'ils vivent, elle est normale du point de vue humain, mais elle est très particulière du point de vue comment du travail, de l'activité professionnelle. Donc hier, nous avions à notre table Marine Ledoré et Emmanuel Meunier, Anne Erhardt comme témoin. Et aujourd'hui, ces personnes vous ont passé le relais. Et donc, j'ai une grande joie d'accueillir ici en présentiel Aurélie Remeter et Aurélie Jusselin. Vous voyez, hors du commun, nous sommes entourés d'or, deux Aurélie qui sont avec nous en présentiel et plusieurs témoins qui nous font amitié et joie d'être avec nous, mais à distance. C'est pour ça que vous voyez, pour nos invités qui sont à distance, nous regardons l'écran qui est juste en face, comme ça, pour bien voir nos témoins qui, bien évidemment, prendront la parole à tour de rôle. Mais avant de vous laisser la parole, Aurélie Remeter, Aurélie Jusselin, vous avez toutes les deux créé votre activité indépendante et j'aimerais bien que vous nous rappeliez c'est quoi le cœur de votre activité. Aurélie, donc moi, mon entreprise s'appelle Explorez-vous. C'est une entreprise d'accompagnement et de conseil autour des sujets de la recherche de sa raison d'être. Pourquoi je suis là et quel est l'objectif de ma vie, autant d'un point de vue personnel que professionnel. Donc, tout ce qui est transition professionnelle, tout à fait, reconversion, en particulier aussi, analyse des compétences. Et analyse des compétences. Et c'est vrai qu'Aurélie, on collabore régulièrement ensemble sur bien de projets, programmes autour du collectif. Et l'autre Aurélie, moi j'ai créé l'entreprise Le Sourire à Demain il y a 2 ans. Donc c'est une entreprise de conseil et d'accompagnement pour les défis du quotidien. Et je suis ergothérapeute de formation. Voilà, c'est ta casquette professionnelle aussi. Donc nous avons dans notre équipe une ergothérapeute. Et alors là, nos chers témoins, je me tourne vers vous, vers notre écran virtuel, puisque nous avons avec nous
Séverine Gauly, nous avons Martin Schelcher, Prisca Benkoé et Christelle Mougel. J'espère que vous êtes là tous les quatre, mais en tout cas, on vous a déjà aperçu. Voilà, vous êtes pour l'instant de petites icônes comme des timbres sur les lettres, et bientôt vous allez nous délivrer justement votre message. Ce qui est très intéressant, c'est que en votre personne, par exemple, si je me tourne vers Séverine, avec toi, Séverine, nous avons quelqu'un qui aujourd'hui peut avoir un témoignage, je dirais, à double valeur. D'un côté, de quelqu'un qui a été aidante auprès de ta maman. Voilà, je ne vais pas rentrer dans l'intimité, tu nous en diras ce qui te semble convenable et possible. Et puis, tu es aussi cadre. Tu es cadre dans une association très conséquente alsacienne dans le domaine du handicap. Donc, je pense que c'est aussi des situations que tu vois probablement régulièrement. Et toi-même, tu as une équipe que tu encadres. Donc, voilà, on pourrait presque dire une triple casquette. J'espère que ça va apporter tout ça. Donc, Séverine, si tu veux bien, en quelques mots d'abord, hein, puisque ça nous permettra de rebondir, de décrire déjà cette situation d'aidance qui t'a concerné et puis de trouver les passerelles avec aujourd'hui ton contexte professionnel. Ok, alors effectivement, donc Séverine Gauly, et j'ai été confrontée au cancer de ma maman alors que j'étais salariée dans le sanitaire. Donc il y a évidemment un lien à faire dans le cadre effectivement de la profession que j'exerçais à ce moment-là. J'étais assistante sociale et c'est vrai que d'avoir été confrontée au cancer de ma maman en étant moi-même déjà aidante dans un service de soins, ça a fait pour ainsi dire un petit peu cumul de miles. Et par souci d'honnêteté intellectuelle, j'ai confié cette information à mon employeur en lui expliquant que je risquais potentiellement d'être plus émotive en fonction des situations que j'allais rencontrer et peut-être effectivement d'être en difficulté dans certains accompagnements, notamment tout ce qui était lié à la fin de vie, puisque j'étais dans un service de neurologie. Et pour le coup, mon employeur a ce que j'ai pensé être, a entendu, mais n'a peut-être pas écouté ou alors à minima l'inverse, puisqu'il m'est arrivé, l'une ou l'autre fois de craquer et ça a été balayé assez rapidement par un: «C'est normal, sa maman a un cancer, elle est un peu moins dispo». J'ai été très froissée de cette position de la part de mon employeur, où je me suis sentie tout simplement pas écoutée, où je n'ai tout simplement pas eu l'espace, où je me suis sentie vulnérable et à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision de cloisonner effectivement ce qui était du registre de la vie privée et de la vie professionnelle. À l'époque, j'étais jeune professionnelle, un peu tête de mule aussi et puis, je me suis renfermée sur moi-même et je me suis dit: «Bah, si c'est comme ça, eh ben, je ne dirai plus rien». Et pour le coup, maintenant, alors, ma maman va très bien, elle était, complètement en rémission. Évidemment, ça a été des mois difficiles où il a fallu jongler entre, on va dire le pro et le perso et surtout essayer de garder ce professionnalisme en ne sachant pas fondamentalement à quel moment et à quel endroit placer le curseur. Je ne me sentais pas de le confier à mes patients puisque je me disais qu'ils en avaient déjà suffisamment à faire avec leur propre situation sans que je vienne moi-même rajouter du perso. Mais une autre fois, j'aurais été tentée de dire: «Mais moi aussi, je sais ce que vous vivez. Moi aussi, je suis passée par là et je sais combien ça peut être difficile». Sauf que, en qualité de professionnelle, ma représentation, c'était de rester effectivement dans quelque chose de l'ordre de fort, d'ancré, de constant et ne pas dévoiler finalement une certaine vulnérabilité qui aurait permis de mettre des mots, MOTS, sur ces mots-là, MAUX. Et chemin faisant, maintenant j'occupe une fonction de cadre où effectivement je manage une équipe, plusieurs équipes, mais notamment une équipe d'une dizaine de personnes où je suis alors régulièrement confrontée à cette situation d'aidant et c'est assez incroyable parce que ça s'est présenté pas plus tard qu'avant-hier, où effectivement j'ai une professionnelle qui m'avait informée, d'une situation particulière par rapport à son frère, qui est en situation de fragilité, sur le plan, physique et qui attendait une greffe. Et donc à plusieurs reprises, j'ai autorisé à ce qu'elle parte, alors un peu précipitamment du service, tout en m'assurant quand même, puisque mon rôle est celui d'être un manager, de m'assurer de la continuité du service. Donc on est quand même sur quelque chose d'un peu, alors je ne vais pas dire schizophrénique pour ne pas inquiéter les gens,
avec qui je travaille, mais quand même de se dire, mon Dieu, à quel moment je place le curseur entre cette volonté d'accompagner le salarié vers quelque chose de fondamental qui est quand même son bien-être à lui personnel et de le faire concilier avec un bien-être au travail tout en assurant effectivement cette continuité de service. Et il C'est vraiment s'avère que... Oui, 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 oui. C'est vrai que l'exemple est très riche et je pense que ça nous permettra de revenir régulièrement vers ces expériences que tu nous partages côté manager, encadrant et aussi ton expérience personnelle. Si tu veux bien, maintenant, j'aimerais me tourner vers Priska. Priska, si tu veux bien allumer ta caméra, si c'est possible pour toi. Et en tout cas, voilà, donc normalement, Priska est avec nous. Je Oui, pense. ma caméra Oui. est allumée, oui, oui. Ah, voilà. Vous Priska, voyez, quel plaisir de te retrouver. plaisir Quel plaisir de partagé. te retrouver. C'est vrai que pour la petite histoire, nous nous sommes connus il y a déjà quelques années, quand dans ton domaine professionnel, tu te posais des questions et surtout, bien sûr, il y avait ce questionnement essentiel, comment concilier la disponibilité exemplaire que tu avais auprès de ta maman et en même temps le devenir professionnel. D'ailleurs, voilà, Aurélie qui est à ma droite Tout à fait. était aussi partie prenante de ce parcours. Priska, en quelques mots, comment tu vivais cette situation, voilà, il y a quelques années, quelles étaient peut-être les réactions de ton environnement professionnel, les collègues? Euh, alors, la maladie de ma maman, donc, elle a été déclarée à un âge où elle était encore assez jeune, elle avait la cinquantaine, un peu moins de la cinquantaine. Et effectivement, c'est aussi tombé du ciel en quelque sorte, hein, puisque personne s'y attendait, on ne connaissait pas dans la famille. Et donc au boulot, j'ai été assez chamboulée parce que j'ai dû rapatrier, entre guillemets, ma maman elle habitait Clermont-Ferrand pour Strasbourg avec ma petite sœur qui était mineure et qui vivait encore avec elle. J'ai eu énormément de paperasse à la fois administrative, mais également médicale à gérer, puisqu'elle avait déjà des antécédents médicaux, donc il fallait voir des spécialistes et en même temps gérer la nouvelle situation. Et donc, c'était très, 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 très compliqué au boulot parce que je venais de prendre aussi une nouvelle fonction. Donc avec un nouveau chef et qui ne s'est pas montré malheureusement très compréhensif. Alors c'est vrai qu'il était jeune, peut-être aussi il n'avait pas l'expérience de la gestion de ce type de situation. Mais le fait est que, alors j'étais déjà cadre à l'époque. En tant que cadre, on n'a pas vraiment d'horaire en tant que tel. On a le droit de pouvoir de s'absenter à un moment ou à un autre dans la journée. On est maître de notre temps, en fait, en quelque sorte, normalement. Et donc on peut s'organiser, l'important étant qu'on puisse tenir les deadlines. Donc, étant consciente de ça, dans l'organisation que je devais faire, tout ce qui est rendez-vous administratif, c'est dans des horaires très fixes. Je ne peux pas aller à un rendez-vous admin ou médical à 20h ou autre. Donc, c'est forcément dans la journée. Donc, j'ai essayé de m'organiser de cette manière-là, de prendre des temps dans la journée, sachant que je vais rattraper. Donc, je travaillais, je me rappelle que des fois, il fallait que je me lève à 4-5 heures du matin pour rattraper des choses parce que j'étais en rendez-vous médical dans la journée ou en administratif dans la journée. Donc, j'avais des journées hyper tendues, hyper stressantes. Et donc, en même temps, j'essayais de répondre aux exigences de mes nouvelles missions. Et c'est vrai que malheureusement, mon chef n'a pas été très compréhensif par rapport à cela. Donc, j'ai eu un entretien un peu dur, si on peut dire, un peu glacial, en me disant, voilà, tu as cette situation-là, mais tu ne peux pas... il faut quand même faut que tu sois là. Il faut que tu sois là, il faut que tu travailles, mais il faut que tu sois là quand même, voilà. Et donc voilà, donc j'ai été un peu choquée, on va dire. J'ai pas trop su quoi répondre. Je lui ai dit, ok, pas de problème. Je suis en train de prendre de toute façon des mesures, de m'organiser. C'est un peu soudain, c'est vrai, mais il me faut le temps, au moins pour m'organiser sur une routine qui me permette justement d'avoir une certaine stabilité. Et suite à cela, quelques jours après, j'ai le rendez-vous avec le grand chef. Puisque voilà, mon chef m'a dit qu'il a dû reporter au grand chef aussi parce qu'il fallait qu'il le fasse. Donc, j'ai eu un entretien avec les deux en face de moi dans le bureau en me disant, voilà, c'est pas normal, il faut vous organiser, il faut prendre des mesures, vous avez une situation, il faut la gérer et il faut que vous soyez là. Voilà, clairement.
Donc c'était très très dur. C'était très dur, mais voilà. Bon, j'ai traversé. Bon, ça a été sur une phase, hein, c'était le début. Dans l'évolution de la maladie et dans mon évolution professionnelle, j'ai entre-temps pris un autre poste. Quelques années plus tard, j'ai pris un autre poste avec une personne qui était beaucoup plus conciliante, plus compréhensive et pour qui, justement, l'atteinte des objectifs était le plus important. Mhm. Et qui m'a même parfois protégée de la hiérarchie au-dessus, puisque la chef de ma chef était du même acabit que les autres. Donc, Mhm. je sais que ma responsable hiérarchique directe m'a parfois couverte dans les moments où je pouvais vraiment pas, où j'avais pas le choix. Voilà. Tu Et vas, donc, Prisca, attends, je me permets de te couper la parole. Dans ton témoignage, on retrouve bien les mots-clés de notre intitulé des assises, c'est effectivement le management bienveillant et performant. Voilà, donc là, tu nous relates la situation qui, pas du tout pour dire que l'encadrement ou le management ne peuvent pas comprendre cette situation, mais en même temps, quand même que malheureusement, tout n'est pas rose, et en même temps, c'est la vie. Hein. Ce sont voilà, cette porosité qu'on voit entre la vie personnelle, vie professionnelle. Merci Prisca. Bien sûr, on reviendra vers la suite de ton témoignage. Avec Séverine et Prisca, nous avions plutôt des situations où la personne en activité s'occupe d'un parent. D'ailleurs, on dirait chez Prisca même pas spécialement vieillissant parce que une maman plutôt jeune, je considère, à 50 ans, déclare une maladie. Maintenant, avec Christelle, l'exemple de Christelle, nous allons nous tourner vers une autre situation où c'est plutôt autour des descendants, autour des enfants, que cette situation d'aidance peut être ressentie, vécue. Et encore une fois, Christelle, ça me fait vraiment chaud au cœur de te retrouver, puisque tout comme Prisca, tu as déjà collaboré au sein du collectif sur ton parcours et ce moment d'orientation qui était vraiment très important. Pareil, en quelques mots, Christelle, quelle était la situation à l'époque, hein, il y a quelques années? Bonjour. À l'époque où j'ai découvert le collectif hors du commun et que on m'a proposé de rejoindre le parcours aidance et emploi, j'ai dit mais j'ai rien à faire là, je suis pas aidante. Alors on m'a convaincu que si, je pouvais quand même en bénéficier. Je dis mais j'ai aucun justificatif, rien du tout. J'ai fait tout le parcours avec Aurélie Remeter. J'ai beaucoup avancé, découvert beaucoup de choses et je pense qu'à la fin du parcours, j'étais pas encore vraiment capable de poser le mot d'aidante sur moi, mais ça avait cheminé parce qu'en fait, j'ai 3 enfants à besoins particuliers, enfin, pour lesquels il n'y avait pas de diagnostic, enfin, c'était des choses très complexes. Finalement, grâce à ce parcours, j'ai aussi pu comprendre que ce qui me paraissait normal parce que j'étais maman, de devoir m'occuper des enfants, à un certain point, en fait, c'est plus normal et ça rentre dans le côté de l'aidance. Et ça m'a permis d'être prête à faire les démarches auprès de la MDPH et la reconnaissance pour 2 de mes enfants. Donc là maintenant, le jour où j'ai reçu le courrier qui m'attribuait une allocation d'éducation pour les enfants handicapés, alors que c'est un handicap invisible, enfin la plupart des gens qui côtoient les enfants se disent mais non, enfin ils sont pas handicapés, enfin ils savent parler, tout va bien. Et avec une petite phrase qui disait que j'avais une allocation supplémentaire puisque la situation justifiait que je ne puisse pas travailler à plein temps de toute façon. Là, je me suis dit oui, ça y est, mon rôle d'aidante est reconnu. Et là, tout récemment, j'ai eu ce qu'on appelle de l'aidance flagrante. Enfin, ma belle-mère a eu un accident, s'est cassé une vertèbre, a été hospitalisée. Là, j'ai dû prendre en charge le linge, les courses quand elle est revenue à domicile, les rendez-vous avec l'assistante sociale, etc. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ça la situation d'aidante flagrante. Et pourtant, dans les 2 cas, on se sent appelé à le faire, on se pose pas la question, ça paraît évident, mais c'est vrai que quand c'est hors du domicile ou pour quelqu'un d'autre, c'est tout à fait différent. Voilà.
Les choses paraissent, comme tu le disais lors de la préparation de nos assises, ça paraît plus flagrant. On le ressent quand c'est justement, c'est extrêmement intéressant de le pointer, quand c'est pas chez moi, c'est plus visible. En fait, là, on comprend, alors que quand c'est chez moi, c'est normal. Et évidemment, rappelons-le, notre propos n'est pas du tout de dire que s'occuper d'un proche, accompagner un parent, un enfant, un conjoint n'est pas quelque chose de normal. J'ai envie de dire, c'est l'essence même de notre société humaine. Évidemment, ce qui est par contre beaucoup plus complexe, c'est vivre cette situation tout en travaillant. Donc là, voilà, dans vos exemples, on voit déjà tout sur quoi on pourra rebondir avec nos deux expertes. Merci beaucoup, Christelle. Pareil, on reviendra bien sûr vers tes expériences, ton vécu. Et j'aimerais maintenant inviter Martin Schelcher, qui est responsable ressources humaines dans une très conséquente entreprise nationale avec voilà sa représentation alsacienne, une entreprise multisite. Donc toi, Martin, tu es en lien avec, dis-moi si je me trompe, mais quand même presque des milliers de collaborateurs, en tout cas des centaines, c'est sûr. Comment cette question aujourd'hui, la question d'aidance, vit au sein de l'entreprise? Déjà, si on parlait de la tienne, mais je sais que tu as en plus l'avantage d'avoir connu plusieurs entreprises, plusieurs employeurs. Voilà, donc ton témoignage nous est précieux aussi. Alors bonjour à tous, merci pour l'invitation. Du coup, alors je vais peut-être être le miroir. Alors j'ai entendu du coup en introduction qu'on parlait justement du fait qu'il y avait une grosse partie des employeurs qui n'étaient pas au courant de ces situations d'aidants et pour être entre guillemets peut-être le pendant inverse, bah, effectivement je peux le confirmer, c'est que finalement quand on est confronté en tant qu'employeur, en tout cas dans le service RH, à accompagner, en tout cas écouter les collaborateurs. Finalement, il y a quand même une bonne part des situations qui arrivent de manière détournée. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément effectivement le collaborateur qui va venir voir le service RH, en échanger, etc. Ça va être plutôt de manière détournée, soit effectivement, comme ça a été cité dans les exemples, via le manager, et parfois on constate effectivement, tout comme ça a été dit, que ça va être géré, je dirais plutôt en local, entre le manager et salarié. Donc il y a déjà une part qui est complètement masquée pour l'employeur et le service RH. Alors si ça se passe bien, etc., mais moi je conseillerais quand même à un moment donné si la personne est suffisamment à l'aise, puisqu'on touche quand même à l'intimité de la personne, etc., d'en parler avec le service RH. Et si je peux apporter quand même comment je dirais, une pointe d'espoir, parce qu'en teinte de fond, ce que j'entends beaucoup finalement, c'est un peu le fantasme comment je dirais, de l'homme avec un grand H partialisé, c'est-à-dire finalement on laisse nos problèmes au placard et puis on prend le travail. Sauf que du coup, comme ça a été dit là, et comme on l'a sûrement tous vécu, nos problèmes perso à un moment donné, encore plus dans les danses, j'imagine, ça va transpirer dans le travail. Donc, ce qu'on constate souvent, c'est qu'il vaut mieux s'y prendre beaucoup plus tôt et pas attendre qu'on arrive dans un équilibre précaire ou des situations trop extrêmes où on est au bord du craquage et finalement, soit l'aidant s'est déjà épuisé et puis finalement, on n'a pas eu le temps de mettre les choses en place et on est trop dans la gravité. Et donc, le faire en amont, ça donne quand même des cartes. Et l'employeur, finalement, il a quand même un rôle sur le sujet d'accompagner l'entreprise au global, puisque on est quand même censé faire société collective pour aider euh, ces personnes-là. Il y a quand même il y a quand même des petits leviers. Alors moi, j'en ai quelques-uns à citer pour justement indiquer l'importance à un moment donné d'en parler au service RH. C'est que il y a quand même possibilité d'avoir un triptyque entre le manager, le RH et le salarié aidant pour bah, finalement, comment je dirais, officialiser un petit peu plus l'organisation du travail par exemple, du télétravail, par des congés spéciaux, etc. Il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être faites. Et là, pour le coup, il faut sortir un petit peu, j'ai envie de dire, du bois. Et ça passe par, alors quand je dis officialisation, c'est pas placarder des affiches évidemment dans l'entreprise, mais en tout cas, il parlait un petit peu plus ouvertement de ce sujet. Et il y a aussi, nous, ce qu'on peut pratiquer aussi, et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le font de plus en plus, c'est aussi des propositions d'assistantes sociales ou d'assistants pour aussi aider, faire connaître les solutions. Et il y a aussi des aides qui existent dans les entreprises via les assurances que beaucoup de collaborateurs ne sont pas forcément au courant, puisque la plupart des salariés en France ont des contrats de prévoyance
qui peuvent les couvrir, alors pas en tant que proche aidant, mais en tant quand la personne est confrontée à cette idée, par des systèmes de conciergerie, pour faire du ménage, des courses, etc. Ce qui peut permettre aussi d'alléger finalement de l'autre côté le salarié aidant ou le proche aidant. Donc il y a quand même des solutions et souvent bah, ça passe par cette communication qui malheureusement, comme je disais au début de mon propos, arrive de manière détournée ou n'arrive pas finalement. Tu vois, Martin, tu n'étais pas présent parmi nous hier, mais on dirait que voilà, ton intervention, surtout vers la fin, c'est une très belle passerelle et un très beau résumé de ce que nos expertes du mercredi ont partagé et ont encouragé au niveau du message principal. Ça me donne aussi occasion de rebondir rapidement dans le cadre du programme Rester actif. Nous allons aussi former ces référents, pour l'instant nous les appelons les référents care, mais ça pourrait être aussi des référents aidances, dont la sensibilité, dont le degré d'information sera, nous l'espérons, du coup supérieur ou plus important, pour que dans les entreprises avec lesquelles nous allons collaborer dans le cadre de ce programme, il y ait justement un relais, un levier d'information, pas uniquement au niveau du cœur, de sa sensibilité, mais également du degré d'information et d'orientation. Alors aussi dans ton propos, il y a eu plusieurs mots qui me permettent de rebondir et de me tourner vers Aurélie et Aurélie. Martin a parlé du télétravail et Prisca parlait d'une chose importante qui m'a rappelé notre préparation, à savoir, à un moment donné, les danses, on peut aussi se poser la question où elle est. Est-ce qu'elle est dans le domicile du salarié qui finalement ou progressivement ou brutalement est confronté à cette situation, ou alors elle est à l'extérieur, comme l'a dit tout à l'heure Christelle, quand c'est à l'extérieur, c'est encore plus flagrant. Toi qui es spécialiste de l'organisation, tant avec bien sûr ton approche d'ergothérapeute, mais également de tout ce que tu as développé, élaboré autour de l'entreprise que tu diriges, quelle différence tu vois dans ces situations dedans, dehors, et comment l'aidant salarié peut s'adapter, peut trouver sa place finalement dans cette conjoncture, dans cette organisation. Alors, j'aurais tendance à dire que quand l'aidance est à l'extérieur, elle est plus flagrante parce qu'effectivement, il va falloir se déplacer, on intervient, il y a de l'organisation à trouver, mais que quand elle est à l'intérieur, en fait, effectivement, on la voit moins, on s'en rend moins compte, mais par contre, dans les bouleversements du quotidien qu'il peut avoir, ils peuvent être au final beaucoup plus flagrants. On va avoir des fois besoin de réorganiser sa maison, de réaffecter des pièces, de rajouter du mobilier, du matériel, d'avoir des choses qui bipent, enfin, beaucoup de choses, de mettre des affiches, des mots un peu partout. Et parfois, certains pourraient même ne plus se sentir chez eux du fait de la situation des danses, sans forcément en avoir conscience, en fait. Et ça influe beaucoup sur la façon dont on vit et au niveau du retentissement professionnel qu'il peut avoir. Quand on ne se sent plus chez soi, il y a des fois des propositions qui peuvent avoir lieu dans l'entreprise de, par exemple, avoir un bureau plus calme ou autre, qui pourrait ramener encore une nouvelle modification qui pourrait être compliquée à vivre au niveau de l'aidant salarié. Et d'où l'importance aussi de bien communiquer avec son salarié et de bien voir quels sont ses besoins et quels sont ses ressentis pour ne pas avoir une proposition qui va venir heurter et qui serait encore complexe qui serait complexe à gérer, et le salarié n'aurait peut-être pas spontanément se dirait pas forcément ah non, ça me convient pas. C'est peut-être à force, je dirais en fait là chez moi je suis pas chez moi, mais au boulot j'ai changé, je n'ai plus mes repères, et c'est important dans une situation où on a déjà beaucoup de choses qui peuvent être bouleversées, que ce soit chez soi ou à l'extérieur, d'avoir des repères aussi qui soient assez fixes. C'est vrai que hier, le thème que nous avons beaucoup développé était aussi le sujet de la temporalité du temps. Là, avec toi et avec nos témoignages, nous sommes plutôt dans les espaces. Oui. Espaces réels, mais espaces aussi, quand je dis virtuel, pas que l'espace de la distance, mais finalement, comme disait Christelle, quand c'est à l'extérieur, d'un coup, on prend encore plus conscience de son statut, de ses contraintes,
et en même temps, il y a des moments quand même où on peut même être obligé de ramener l'aider chez soi voilà, comme je pense c'était aussi le cas que Prisca nous Oui, décrit. tout à fait. Et par exemple, pour quand même une pathologie qui est de plus en plus courante, celle d'Alzheimer, comme tu disais, devoir étiqueter par exemple tout son domicile et à un moment donné, ne plus finalement quelque part se sentir chez soi, être dépossédé Être totalement plongé dans une situation, en Mhm. fait, et se dire, en fait, si je veux être bien tranquille chez moi, en fait, faut que je sorte. Et peut-être que dehors, en fait, je pourrais me retrouver différemment. Oui. Alors, pour filer cette métaphore de l'espace, il y a l'espace concret, il y a l'espace de télétravail ou alors de l'employeur, mais il y a aussi, je dirais comme ça, des espaces de compétences, des espaces, des trajectoires dans lesquelles ce fait de cet avènement de l'aidance peut être ou un processus lent, ou comme on l'a entendu hier avec Anne, un processus brutal, puisque voilà, il s'est passé quelque chose, et donc il y a un avant et un après. Hier, Anne Erhardt nous parlait justement de ce besoin parfois de repenser quasiment ses choix, y compris les choix professionnels. Aurélie, comme nos deux témoins l'ont rappelé, toi et plusieurs autres actrices du collectif étaient à leur côté pour leur permettre de voir plus clair. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit comme situation de changement professionnel qui peut être induit par les danses? Bah, évidemment, il y a plein de choses qui changent. Tu le disais tout à l'heure, hein, les danses, parfois ça nous arrive, on n'a absolument pas choisi. La majorité du temps, d'ailleurs, c'est comme ça que ça arrive. Et donc, au-delà de... moi, je sais qu'en travaillant à tes côtés, je me suis rendu compte à quel point, dans un environnement personnel à la maison, ça pouvait avoir un impact. Et sur le point de vue de la trajectoire, en fait, ce qui est en train de se passer à ce moment-là, c'est que on a l'ensemble de nos équilibres qui sont en train d'être complètement détraqués. Donc, on avait peut-être une vie bien rangée avec mon travail, des challenges, des objectifs que j'ai envie d'atteindre là-bas, puis mes passions, des choses que je fais d'un point de vue plus personnel. Tout ça, à un moment, ça part en fumée et il faut tout revoir. Et donc, ce qu'on a rencontré avec les aidants et aidantes qu'on a pu accompagner ici, c'était voilà, là où en tout cas on a essayé de les accompagner, c'était de reprendre le temps. Parce que ce temps-là, en général, quand on prend en main une situation d'aidance, on ne l'a plus. On s'oublie complètement, on se met complètement de côté. Tout le temps qu'on a, on le met à disposition de son aidé. On se dépatouille, on s'accroche comme on peut à son travail où on a aussi envie de bien faire. Ce qu'on a rencontré souvent, c'est que justement, ces aidés, il y a quelque chose en eux qui leur ramène cette situation d'aidance. Ils ont comme des sortes de prédispositions. C'est pas pour rien, en fait, qu'ils deviennent aidants. C'est que souvent, ils ont vraiment cette compétence en eux que d'aider et d'avoir voilà, la main tendue vers ces situations. En tout cas, ils ne peuvent pas imaginer laisser cette chose-là comme ça sans venir prendre soin de cette personne. Pour eux, c'est inenvisageable. Quelque chose de très naturel, c'est des évidences. Et donc, tout ça, donc ça demande d'une part de revoir les équilibres, donc de reprendre du temps pour soi, se questionner sur qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que j'aime faire. Et il y a des sujets sur lesquels on a travaillé, par exemple, c'était de se reconnecter avec les endroits où on se ressource. Parce que l'image, vous la connaissez tous, hein, le fameux masque à oxygène qui tombe dans l'avion en cas d'accident. Si je ne mets pas le masque sur moi d'abord, j'aurai plus d'énergie pour aller sauver les autres. Donc cette chose-là est hyper importante à conscientiser. Où est-ce que je me ressource? Donc réussir à dégager du temps. Et demain, on le verra avec la plateforme de répit qui peut intervenir voilà, pour soulager l'aidant de cette manière-là. Et puis au travail, ce qui est hyper important à voir aussi, c'est que dans ces situations d'aidance, on développe des compétences et des compétences un petit peu particulières. Et ça, l'employeur, c'est une richesse pour lui, c'est un atout qu'il pourrait valoriser dans l'entreprise s'il en avait conscience, d'une part, et s'il en avait connaissance. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses sur lequel on va proposer de travailler avec la conciergerie des aidants, dont tu parleras peut-être tout à l'heure. Bien sûr, le projet, voilà, c'est de le rappeler. Je saisis la balle au vent, Aurélie. Donc, tu parlais des espaces de ressourcement. J'ai envie de me tourner vers Christelle. Quand on préparait ton intervention, tu as rappelé à quel point aujourd'hui, tu as trouvé un équilibre, y compris dans le travail. Si tu veux bien nous rappeler le contexte, à quoi peut-être ressemble aujourd'hui ta semaine
qui quand même nous rappelle cette notion de plus en plus à la mode, slasher. Il y a effectivement slash, plusieurs choses dans ta vie. Et tu rappelles à quel point, par exemple, voilà, ces missions en intérim, alors qu'on pourrait imaginer, ça serait bien de se stabiliser, d'être vraiment dans quelque chose de très continu, de pérenne. Comment toi, aujourd'hui, tu trouves de manière très originale, à la manière, Christelle, cet équilibre à travers les différents employeurs que tu as et les différentes missions? Donc, enfin, déjà avant le parcours avec Aurélie, je travaillais un petit peu dans l'entreprise de mon mari, voilà, sur les tâches de gestion. Donc, j'avais un petit peu touché à tout. À ce moment-là, je me demandais vraiment ce que je pouvais faire d'autre. Avant, j'étais ingénieure en mécanique dans l'industrie. Et en fait, après une période d'arrêt, c'est pas facile de revenir sur un métier technique et pointu. Et finalement, j'ai constaté, merci Aurélie pour tout ce qu'on a pu passer en revue, que je pouvais faire à peu près n'importe quoi. C'est super comme ouverture. Alors j'avais des idées dans certains domaines qui m'appelaient, mais finalement c'est pas du tout là-dedans que j'ai trouvé un nouveau travail. Donc à ce jour, je travaille toujours dans l'entreprise de mon mari. Alors le lundi, je démarre pas trop tôt parce que souvent j'ai besoin de récupérer du week-end qui n'était pas facile. Donc je travaille le lundi et le mardi dans l'entreprise de mon mari. Le mercredi, j'ai des journées jusqu'à 200-250 km avec des rendez-vous, des allers-retours entre Colmar, Mulhouse, la maison, voilà, pour les enfants. Et le jeudi et le vendredi, je travaille dans un service ressources humaines, dans une entreprise où finalement, enfin, c'est vraiment une très grande chance pour moi parce que déjà, je m'éclate intellectuellement. Enfin, ce que je fais, c'est chouette. Je suis avec des collègues intéressantes. Enfin, voilà, j'ai mon téléphone qui est en mode avion toute la journée, donc je suis hors des soucis. J'ai ma chef, donc c'est la DRH de l'entreprise, tolère que j'arrive à 9 h, voire 10 h certains jours, parce que j'aime laisser tous les problèmes derrière. Donc quand j'ai des coups de téléphone, des choses, des documents à faire et tout ça, je les fais avant d'aller travailler, comme ça je suis 100% disponible. Et j'arrive vendredi soir, j'ai rechargé mes batteries avec ces 2 journées de travail où enfin, je n'ai pas consommé en fait ma réserve émotionnelle parce qu'il n'y a pas d'affect dans ce travail. C'est pas comme quand je travaille avec mon mari ou quand je suis avec mes enfants. Donc j'arrive vraiment prête pour le week-end et ça me permet en fait, alors je suis désolée de dire le mot affronter, mais quand même il est un petit peu là, d'affronter les 3 jours en famille, enfin le vendredi soir et jusqu'au lundi, avec tous les défis qui vont se poser. Voilà. Donc ça m'a permis quand même vraiment de trouver un bel équilibre. Et je dirais qu'aujourd'hui, alors, enfin, c'est la première fois que je peux dire que j'ai un équilibre vie pro, vie perso qui est satisfaisant depuis que j'ai des enfants. Et alors pour l'intérim, en fait, je travaille donc 2 jours par semaine. Et pourquoi l'intérim? Bon, ça m'a été proposé parce qu'au départ, sur ma première période d'emploi, j'avais déjà tellement de rendez-vous qui étaient calés pour les enfants du lundi au vendredi, j'avais pas encore réussi à tout regrouper, que c'était 2 jours par semaine, mais lundi, mardi, vendredi, enfin chaque semaine c'était différent. Donc l'intérim avait ce côté flexible, point de vue RH. Et aujourd'hui, alors je termine ma mission demain. On a commencé à discuter de la prochaine, de quand est-ce que j'allais la débuter. Et ce sera 1 jour et demi par semaine sur le mois de mai, à partir du 15 mai, parce que je sais que je vais avoir une charge mentale plus élevée pour certaines raisons liées à mes enfants. Et en fait, l'intérim me permet de me dire à chaque fois que je signe un contrat, bon là c'est pour 3 semaines de travail, c'est pour 6 semaines, ok, je vais tenir, ça va le faire. Parce que pour moi, ma plus grande difficulté, c'est de tenir dans la durée. J'ai vraiment l'impression d'être dans un marathon, mais en fait, peut-être plutôt les courses de 250-300 km, mais en fait, elle en fait 2000 et on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Et il ne faut pas s'arrêter. Donc, je préfère faire des petites pauses avec des 15 jours ou une semaine entre 2 missions. Et chaque fois me dire, bon, c'est bon, je vais y arriver. Et là, aujourd'hui, si on me proposait un CDI, même avec 2 jours par semaine, ce serait l'angoisse. Parce que j'ai trop
trop d'incertitudes sur ce qui peut me tomber dessus, sur comment les choses vont évoluer, est-ce que ça va être plus facile ou beaucoup plus compliqué dans les prochains mois. Et pour moi, un CDI, c'est un engagement, même un CDD, c'est aussi un engagement. Et voilà, l'intérim me permet On te d'être à connaît comme l'échelle femme de... d'engagement, Christelle, et donc c'est effectivement ta manière justement de respecter la professionnelle que tu es. Aurélie? Oui, je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit, Christelle, qui est hyper intéressant quand tu as dit, à l'issue de la phase d'exploration de mes compétences, je me suis rendu compte que je pouvais à peu près tout faire. Et je crois que ce qui peut être hyper chouette à travailler pour les aidants et aussi pour les entreprises, c'est le travail de prise de conscience que on a trop souvent les lunettes de je fais un métier dans un domaine bien particulier. Or, quand on travaille vraiment sur ces compétences, on se rend compte que la compétence, le talent inné qu'on peut avoir en nous, en fait, on va pouvoir le déployer dans des domaines et des métiers très différents et très diversifiés. Parce que c'est la même compétence qu'on va utiliser. Un coup, ce sera dans tel domaine, exactement comme tu le démontres là avec les métiers d'intérim que tu as. C'est un très bon exemple. Donc, autant pour l'employé que pour l'employeur, ce qu'on utilise donc dans le cadre du parcours là qu'on prépare avec joie, c'est une des choses qu'on va travailler. C'est vraiment la mise en évidence de ces atouts naturels et comment, pourquoi pas, les mettre en valeur dans l'entreprise, peut-être à un endroit différent, parce que dans mon moment d'aidance, je vais avoir besoin de quelque chose d'un petit peu plus adapté à ma situation. Oui, et ce qui est Oui. très étonnant, si je peux encore quelques secondes, c'est que Marina ou Aurélie qui me connaissent bien, je pense pas qu'elles auraient imaginé que je travaillerais dans un service de ressources humaines. Exactement. J'ai presque voulu reposer la question quand tu m'as dit je travaille au RH, mais j'adore parce qu'on connaît vrai. tous tes talents et compétences et la manière, on n'a pas nécessairement le temps d'en parler maintenant, mais la manière dont et ce que tu as proposé, je trouve, pour ces services est tout à fait exceptionnel et tout à fait toi. Merci Je fais de beaucoup. l'ingénierie en fait. Hein. Je fais de Voilà, tu fais de l'ingénierie, exactement. Priska, en quelques mots, parce qu'effectivement, l'heure tourne. Toi, dans ton parcours, y a-t-il eu des changements? Parce que tout à l'heure, tu nous as quand même bien expliqué qu'il y a eu un changement au moins de service. Quelle était pour toi peut-être une réorientation ou une suite professionnelle? Toujours le même employeur ou quelque chose de différent? Alors, le parcours Explorez-vous, justement, m'a permis aussi de prendre déjà du temps pour moi, pour réfléchir sur moi, parce qu'en fait, le moi n'existait plus, en fait, dans ma vie. Vraiment, donc c'était vraiment l'occasion de me dire qu'est-ce que je veux à ce stade de ma vie, sachant que les choix que j'avais fait jusqu'ici, c'était pas des choix où je m'étais questionnée sur ce que je veux, mais sur ce qu'il fallait. Et donc, c'était très bien. Donc, le parcours m'a permis, en quelque sorte, effectivement, de prendre une orientation plus en accord avec mes valeurs et ce que je souhaite. Et dans ce cadre-là, je suis encore en plein parcours. Là, je candidate en fait actuellement pour trouver des postes. Et en amont, j'ai fait des certifications, dont une sur la finance durable et d'autres en cours qui me permettent justement c'est ressorti que je ne voulais pas nécessairement totalement bouleverser. Je n'étais pas sur la voie opposée, mais peut-être qu'il y avait un axe très spécifique qui me parlerait plus, qui me correspondrait plus. Et c'était justement sur développement durable, RSE, transition énergétique et écologique. Donc, j'ai fait des formations, j'ai fait de l'auto-formation initialement, ensuite j'ai fait de la certification. Et là, je suis en train justement en pleine recherche pour identifier un emploi qui me permette de mettre en pratique. Merci beaucoup, Priska. Alors, on a quelques clochettes qui retentissent. Donc, c'est vrai que si nos amis distanciels pouvaient à ce moment-là couper leur son, puisque effectivement, voilà, on produit un podcast avec cet enregistrement, ça serait sympa de ne pas avoir cette petite clochette sympathique. Je me tourne vers Séverine. Alors, l'heure tourne, il nous reste 2 minutes. Nous avons parlé, Séverine, de ton expérience d'aidante. Peut-être encore quelques mots sur ces espaces, peut-être aussi de confiance, de confiance aménagée pour les salariés qui peuvent se retrouver en situation de vulnérabilité. Rappelons-le, c'est aussi notre propos de dire que
toute vulnérabilité respectée amène une sorte d'amélioration globale dans l'esprit même d'une organisation professionnelle. Donc, Séverine, aujourd'hui, y a-t-il des cas d'aidance que tu côtoies professionnellement? Alors effectivement, des cas d'aidance que je côtoie et dont j'ai connaissance, et ça vient que me conforter finalement dans l'idée de la proximité du cadre qu'il doit avoir avec ses équipes, parce que je pense que le premier mot effectivement à poser, c'est la question de la proximité, c'est la question de la confiance effectivement dans le rapport réciproque que peut avoir le salarié avec son manager et le manager avec son salarié, puisque j'ai entendu de très jolies choses autour effectivement du télétravail et d'autoriser ce télétravail et d'arrêter de fantasmer sur ce qu'il implique effectivement dans le cadre de notre métier. La question également des qualités, parce qu'effectivement, être un aidant, et on l'a bien entendu et compris, ça donne aussi de très jolies qualités humaines au service de l'aider, mais au service aussi de ses collaborateurs. Et je crois vraiment que c'est finalement quelque chose de l'ordre d'un management pardon, bienveillant, bien traitant, pas complaisant, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'enfermer le professionnel uniquement dans cette posture, mais bien de lui reconnaître aussi des qualités de professionnel et pas que des qualités humaines. Donc, je crois que moi, ça va vraiment me conforter au travers de l'ensemble que j'ai eu, même si les expériences sont parfois douloureuses. Parfois, il faut passer par là aussi. Et finalement, comme l'une ou l'autre, vous l'avez dit, la vie n'est pas simple et qu'on doit tous aussi faire expérience de ces situations. Mais c'est vraiment de proposer ces espaces de parole et surtout de ne pas partir sur un manque de bénéfices vis-à-vis d'une production de travail. C'est au contraire finalement capitaliser sur les ressources du professionnel concerné, sur toutes ses valeurs, sur toutes ses qualités, sur toutes ses compétences qui seront après finalement à transférer et à transmettre à ses collaborateurs et changer le regard effectivement qu'on peut avoir sur ces professionnels concernés. Merci beaucoup, Séverine. Martin, peut-être vraiment quelques mots. Aujourd'hui, dans cette grande entreprise que tu représentes, mais aussi à travers tes interactions avec les confrères et les consoeurs, quelle est la place de la vulnérabilité? Est-ce un gros mot aujourd'hui dans des collectifs du travail? Est-ce quelque chose qui a finalement sa place? Je dirais que c'est alors la vulnérabilité, c'est assez large, mais je dirais que ça va dépendre finalement si on se positionne sur les managers, ça va renvoyer aussi à leur propre vulnérabilité. Donc Bah oui. déjà, il faut être un minimum à l'aise avec ses propres vulnérabilités. Et en position managériale, c'est pas toujours évident, etc., pour toutes les problématiques managériales qu'on peut imaginer et connaître. Mais pour répondre à cette question, je dirais que ça dépend beaucoup quand même des liens interpersonnels. Plus qu'une question d'entreprise, ça va vraiment beaucoup jouer sur ce que met en place le manager, sur la confiance, comme ça a été dit. Parce que c'est le préalable, finalement, c'est le préalable à tout ça, hein, finalement, la confiance. Donc, c'était ce qu'on disait au tout début pour reboucler, mais s'il n'y a pas, s'il y a pas cette confiance dans le service, entre les salariés, etc., bah, ça va être compliqué de parler de vulnérabilité, parce que finalement, la vulnérabilité, est-ce que c'est pas le bout du chemin, c'est-à-dire sur la pyramide, est-ce que c'est pas le dernier niveau de confiance, c'est-à-dire exprimer sa vulnérabilité, finalement, c'est le bout du bout, quoi. C'est difficile de rentrer plus dans l'intime que ça. Donc, est-ce que c'est un gros mot? Je sais pas. Je dirais que c'est très personnel et ouais, c'est pas forcément attaché à l'organisation, je pense. Après, il y a des organisations qui facilitent plus les temps d'échange, effectivement. Voilà. Alors, justement, cette question vulnérabilité, est-ce le préalable ou est-ce le bout du bout? Le résultat, exactement. Eh bien, ça me permet de reboucler avec le message principal de notre équipe projet, qui est constituée aujourd'hui de 5 expertes. Ceux qui étaient avec nous hier en ont déjà rencontré 2, Marine Le Doré et Emmanuel Meunier, Aurélie Jusselin, Aurélie Remetter, et demain nous rencontrerons Frédéric Hillet qui avec moi accueillera 2 nouveaux témoins, et Sandrine Stocklen qui est conseillère au niveau de la plateforme de RIPI 68. Tout ceci pour vous présenter une équipe multi-compétences, multi-approches, qui est au fond d'un très beau projet qui nous unit, qui est soutenu aujourd'hui par la collectivité européenne d'Alsace, EMESA,
à G2R Arpège, qui s'appelle, donc le gros programme s'appelle Rester actif, et sa partie itinérante, sa partie aller vers, va se concrétiser par ce que nous avons dénommé conciergerie itinérante des aidants. Donc 10 entreprises, à partir de la rentrée, vont s'engager avec nous, d'un côté dans la formation de ces référents CARE, donc ces personnes qui vont être peut-être un peu plus sensibilisées, outillées, informées par vous, par ce que vous allez leur transmettre. Et par la suite, nous irons vraiment nous déplacer au sein des employeurs, au sein des entreprises. Donc, quand je dis entreprises, n'oublions pas les collectivités, les grosses associations. Et là, autour de notre table virtuelle, on a une très belle représentativité à ce niveau-là. Nous allons vraiment nous déplacer pour que les aidants qui souvent nous disent qu'ils n'ont pas le temps, alors est-ce un prétexte ou est-ce une manière peut-être de se mettre en retrait, pourront le temps d'une journée de poser toutes ces questions, comment j'organise l'espace, comment j'évolue professionnellement, comment je gère peut-être les relations qui peuvent être conflictuelles avec mon N+1, +2, etc. Ou comment je gère les aspects administratifs, ou quelle est la posture managériale, voilà, comme tu l'as dit Martin tout à l'heure, donc Frédéric va être plus focus sur cet aspect-là. Il est 13h50, comme il est dit, il est temps de probablement bientôt laisser l'antenne, mais je me tourne vers Frédéric qui est aux mallettes de nos contacts avec les invités distanciels. Ont-ils quelque chose à nous délivrer comme message? Oui. Oh, un message, un message de Anne-Géraldine oui. qui souhaitait aussi, alors je me dis que c'était compliqué d'intervenir, mais rappeler le sujet aussi de l'aidance chez les professions libérales pour les personnes qui sont adoptantes. Et ça permet aussi, Maria, de rebondir sur les possibilités qui leur sont offertes. Absolument. Voilà, et ça sera peut-être le mot de la fin avant de vous retrouver bien évidemment aux mêmes horaires dans la même pièce virtuelle demain. Notre projet, comme les précédents auxquels Christelle et Prisca ont fait référence, Aidance et Emploi, sont nés de l'observation que nous avons faite auprès des indépendants. Des tas de salariés, en désirant se laisser plus de temps, de disponibilité pour son aidé, font le choix de l'indépendance, parfois en se piégeant pratiquement, puisque en pensant avoir plus de temps, mais n'étant plus disponible pour son activité professionnelle. Ou alors, et voilà, on se connaît aussi avec Anne-Géraldine, il peut y avoir une situation qui survient au moment où on est tout simplement indépendant, une profession libérale. Et là encore, deux nouvelles problématiques se posent, peut-être aussi économiques, de gestion, plus de collègues, plus vraiment de managers. Donc le problème n'est peut-être plus là où on peut l'observer avec le salarié, mais néanmoins très prégnant et qui peut être extrêmement vital pour la carrière. Merci beaucoup pour ce rappel extrêmement important. Je tiens à remercier très chaleureusement Séverine, Martin, Prisca, Christelle pour vos témoignages, tous nos autres invités participants pour votre écoute et certainement des questions que vous avez posées et que Frédéric nous transmettra. Et nous vous donnons rendez-vous demain à 13h à la même adresse. On ne change pas l'adresse qui gagne. Passez un très bel après-midi et rejoignez-nous demain. Merci beaucoup et au revoir.